Il n'y a pas une seule image ni un seul discours qui parle en positif de la Russie. Les Russes sont arriérés, les Russes se battent avec des pelles, les adversaires abattent des drones russes avec des boîtes de conserve. Quelle folie furieuse. C'est de la propagande de guerre. Le problème qu'il y a eu quand les Russes sont arrivés, les tanks ukrainiens se mettaient juste à côté de l'école pour tirer vers les positions russes. Et ensuite, il se retirait. Comme ça, la réplique arrivait sur l'école. Le maire de Mariupol, il s'est enfui de la ville. Sauf qu'il n'a rien dit à la population, aux citoyens. Ils les ont forcés à descendre dans les caves et à ne plus sortir. Sans rien. Ils les ont laissés là. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau. Et s'ils tentaient de sortir, ça c'est un témoignage qui est revenu souvent, ils se faisaient abattre par des snipers. Bonjour Jean-Christophe Emenegger. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes écrivain, un ancien journaliste. Vous avez parcouru la Russie jusqu'au Donbass pour observer, pour comprendre, pour en tirer finalement un récit qui va à contre-courant de ce qu'on peut lire à l'heure actuelle dans les médias. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour partager cette autre réalité que vous avez découverte en Russie. Vous avez laissé entendre dans plusieurs de vos écrits que vous êtes une autre personne selon que vous lisez les médias occidentaux ou que vous êtes en Russie à l'écart de tout matraquage médiatique. Ce dont vous nous parlez finalement, c'est de la capacité qu'ont les médias à contrôler, du pouvoir qu'ils ont à conditionner les peuples, si je comprends bien. Oui, vous avez raison, on peut le dire comme ça, en précisant que le conditionnement, il est normal, je dirais, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on vit avec les médias, avec ce conditionnement simple qui est les journaux qu'on lit tous les jours et qui est normal, qui exerce une sorte d'influence, mais qui est une influence qui est compensée ou qui devrait être compensée par la pluralité des voix dans ces médias, la pluralité des différentes couleurs politiques ou les différents centres d'intérêt. Et par contre, il y a un autre conditionnement médiatique, celui que vous évoquez, je pense, qui est là le conditionnement lourd, auquel on ne peut pas échapper, plus échapper, qui est ce conditionnement global quand l'ensemble des médias, par exemple dans une région donnée, donc disons par hasard l'Europe ou l'Occident ou l'Occident collectif comme certains l'appellent, et ben dans cet ensemble, il y a une même voix qui est partout la même, dans tous les articles déclinés. C'est de la variation, c'est un mot, un synonyme, mais le sens est le même. Et puis là, ça devient un peu problématique parce qu'effectivement, on ne peut plus y échapper, on baigne dedans. Et c'est là où on en vient à ce que vous disiez, une manière d'échapper, j'ai la chance de pouvoir y échapper, je pense. C'est que, il y a cette ligne qui paraît infranchissable entre un côté nous et d'autres. Et moi, j'ai la chance de traverser cette ligne régulièrement pour me rendre compte que la réalité de l'autre côté de la ligne, elle n'est pas telle qu'on la décrit médiatiquement. Cette différence, ça ne fait pas depuis hier ou depuis 2022 que je l'éprouve, puisque ma fréquentation de la Russie, elle remonte à loin. Premier voyage en 1993, 93 l'hiver. Et puis ensuite des séjours réguliers, un séjour long en 2005-6 et puis depuis lors des séjours réguliers. Donc je vois l'évolution qui fait que je peux dire qu'il y a quelque chose de pas normal dans ce conditionnement dont vous parliez et que je suis heureux de comprendre et puis de quitter quand je vais de l'autre côté. Mais concrètement, c'est quoi cette autre réalité que vous avez découverte sur place, à laquelle nous n'avons pas accès ici en Occident? Eh bien, c'est tout ce qu'on offusque, ce qu'on invisibilise de notre côté, malheureusement. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a des gens qui existent, qui vivent, il y a des gens brillants, il y a des gens bizarres, comme partout. Hein. Et je peux vous raconter tout ce que j'ai vécu, mais il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui fabriquent des choses. C'est l'autre, c'est les autres. Mais si on ne lisait que nos médias, je ne sais pas si vous avez certainement rendu compte, est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Même pas depuis 2014, depuis 2022, depuis le conflit qui est en filigrane là, il n'y a pas une seule image ni un seul discours qui
parle en positif de la Russie. Rien, mais vraiment rien. Alors qu'il y a énormément de gens intéressants, il y a énormément de choses à voir en Russie, de culture. Actuellement, c'est effervescent, toujours. Et donc, pas un seul mot de ça. C'est quand même étonnant. Donc, ça veut dire quelque chose. On invisibilise, on empêche finalement les gens ici simplement d'imaginer qu'il y a aussi des gens qui vivent comme nous, de notre côté. Et puis on le fait de différentes manières, et des manières pas très catholiques ou orthodoxes. En tout cas, dans les récits que vous m'avez partagés, que j'ai pu lire en ligne, vous présentez une image qui va vraiment à l'encontre de la perception occidentale, des images que moi-même j'avais de la Russie, de l'Ukraine dans cette situation de conflit. Par exemple, vous décrivez dans votre récit de 2023 une atmosphère presque normale à Mariupol, malgré les destructions qu'on sait avoir eu lieu ici. C'est quoi les conversations que vous avez eues avec les gens sur place? Quelles sont les images qui vous ont été présentées? Si vous pourriez nous en donner un petit aperçu à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui a été partagé avec vous qui vous a le plus surpris par rapport à ce qu'on croyait savoir de Mariupol? Alors, ce qui m'a le plus surpris en 2023, c'est l'extrême calme, ce qu'on appelle résilience ici des gens. Frappante. Les gens sont dans la ville, hein, marchent. Moi, j'étais tout seul. J'étais deux, trois fois tout seul et une fois accompagné pour faire un tour des endroits spécifiques. Et on peut parler avec les gens, boire un café, manger quelque chose avec le cuisinier qui me montre les photos de la maison où il habitait complètement détruite et qui dit ça d'un air tout à fait, comment dire, sans émotion, c'est pas vrai, mais émotion rentrée. Et aucune agressivité dans cette ville. On se sent étonnamment en sécurité, même si il y a des soldats, en 2023 je parle. On sent l'activité un peu militaire, mais pas de menaces. Mai 2023, il faut quand même donner le contexte, j'étais en mai 2023, c'était à la veille d'une contre-offensive préparée par le côté de Kiev. Et là-bas, à Mariupol, on craignait encore sacrément que cette contre-offensive revienne à Mariupol. Ça, c'est un témoignage qui revenait chez beaucoup de gens auxquels j'ai parlé, parce qu'ils savaient tous que si jamais les gens du côté de Kiev revenaient à Mariupol, pour eux, c'était fini. C'est-à-dire qu'ils devaient quitter les lieux en vitesse, sous peine d'autre chose. Et j'étais accueilli dans une famille, pas à Mariupol même, à une vingtaine de kilomètres dans un village. C'était encore plus intéressant pour voir d'autres points de vue. Et dans cette famille, qui était de toute façon en faveur de la Russie, parce que ce qu'on n'imagine pas, ce qu'on ne sait pas bien ici, c'est qu'il y a... je pense plus que la moitié, mais il restait la moitié des gens à Mariupol en 2023. On parlait avec un chauffeur de taxi, et puis après j'ai vérifié, c'était vrai, c'est-à-dire environ 250 000 sur 500 000 en gros habitants. D'autres avaient fui, d'autres sont morts évidemment. Ces gens qui sont restés, ils sont maintenant intégrés à la Russie. Et ils ne sont pas contre, il y a la paix qui est revenue. Je voulais aussi dire que le calme, d'un point de vue civil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusillade, il n'y a pas de... Dans tout le Donbass que j'ai visité, moi je n'ai pas été sur la ligne de front, hein, ce n'est pas mon but, je ne fais pas de reportage de guerre. J'allais voir des amis en fait, des connaissances, que j'ai depuis longtemps là-bas. J'étais à 80 km au plus près de la ligne de front. Ce qui est déjà pas mal, mais j'étais pas sur la ligne de front, donc pas de tir, pas de chasse à l'homme ou je sais pas quoi, comme on pourrait l'imaginer ici. Rostov sur le Don, parce qu'on passe par Rostov pour longer la mer d'Azov et arriver à Mariupol. Là aussi, moi je m'imaginais, parce que j'étais jamais allé là-bas, en lisant les médias depuis 2014, parce que c'est depuis 2014 qu'il y a ce conflit, qui est une guerre civile au départ, j'y reviendrai, et que beaucoup de gens ont fui vers Rostov justement.
c'était dépeint dans nos médias comme un lieu, moi ça me faisait presque peur d'y aller, où il y avait des réfugiés partout, en état de guerre quasiment. Bon, bah, c'était pas du tout le cas quand je suis passé par là-bas. Je suis allé en train, tout tranquillement. Bien sûr que c'est une plaque tournante où il y a des militaires qu'on voit, mais mélangés aux civils, enfin il n'y a pas de... et puis la ville fonctionne normalement. Et dans le Donbass, donc Mariupol, revenons. C'était quand même donc une année, juste en mai 2023, une année après les combats dans la ville. Je peux dire que par rapport à 2024, où je toute l'année passée, c'était quand même encore, on sentait une atmosphère quand même d'après-guerre, hein, clairement. Mais les travaux étaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les ouvriers travaillaient déjà à la reconstruction en 2023, quand j'y étais. Les routes étaient réasphaltées, commençaient à l'être. Les parcs, bien sûr, c'est les lieux, les établissements publics qui en premier sont refaits. Donc ça, c'était déjà en cours. Et puis quand je suis allé l'année passée, 2024, le centre-ville est presque reconstruit. La gare de Mariupol, qui était complètement détruite, elle a été reconstruite en une année, je l'ai visitée. Donc elle est prête pour accueillir de nouveau les trains. Et l'ambiance est beaucoup plus... il y a plus de gens dans les rues. Une chose qui m'a frappé, c'était déjà aussi en 2023, mais encore plus l'année passée, c'est que le nombre d'enfants, de jeunes, des poussettes et tout ça, dans des parcs, c'est vivant. Et les jeunes vont à l'école de nouveau. Voilà. Parce qu'on s'imaginerait, d'après les dernières images qu'on avait vues en 2022 à la télévision, ces ravages avec tous les gravats dans la rue, ça c'est les images qu'on a, les dernières qu'on a, que nos médias ont montrées. Parce que c'est plus du tout comme ça, c'est nettoyé. Mais là, nos médias ne nous montrent pas ça, je sais pas, enfin ils y vont pas. Donc vous dites pas ou peu de discours vindicatifs, de haine contre la Russie? Alors moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, il n'y a aucune anti-russisme, comme on dit, pas du tout, au contraire. Tous ceux que j'ai rencontrés étaient soit déclarés pro-russes, c'est-à-dire pro-russes maintenant, parce qu'à l'époque, ils ont voté. Il y a eu un référendum à Mariupol en 2014, je rappelle, pour lequel beaucoup de gens allaient voter, qui a été interrompu par les armes, par le régime de Kiev. Donc ils n'ont pas pu finir comme à Lugansk ou Donetsk, où ils ont fait un référendum qui a mené à la séparation. Pas encore la séparation, l'autonomie, parce que république autonome, parce que ces républiques n'étaient pas détachées de l'Ukraine encore, elles étaient dans l'Ukraine jusqu'en 2022. Et Mariupol avait tenté la même chose, mais ça a été réprimé dans le sang. Là, il y a eu, j'ai connu un policier de Mariupol, ancien policier, qui était dans ce poste de police qui avait été pris d'assaut par ces fameuses troupes Azov dont on a entendu parler souvent, mélangées ou non à l'armée régulière, j'en sais rien, mais où ils ont décimé le poste parce qu'il y avait des policiers qui étaient avec les autonomistes, donc considérés comme des traîtres par les autres. Enfin, des autres nationalistes qui venaient souvent d'ailleurs de l'extérieur et qui n'étaient pas issus de Mariupol. Et puis s'en est suivi de 2014 à 2022 8 ans d'oppression pour les gens à Mariupol qui étaient en faveur d'un détachement, enfin d'une autonomie par rapport au régime de Kiev. D'oppression, vous dites? Oui, j'ai connu la famille où je vivais, la grand-mère, la babouchka comme on dit en russe. Elle avait été votée pour ce référendum. Elle n'avait pas pu voter en fait puisque ça a été interrompu, mais elle a manifesté, elle a été vue, elle a eu des sacrés ennuis à 80 ans. Hein. Donc ensuite, quand le régime nationaliste s'est installé, pendant, je pense, 3-4 ans, elle a dû chaque semaine aller pointer au poste de police pour humiliation en fait. Pour humiliation? Oui, c'était une procédure en cours contre elle, considérée comme séparatiste, etc. Wow. Donc, c'était ça la guerre civile à l'époque. Ouais. Cette famille où je vivais d'ailleurs est d'origine ethnique grecque, parce que Mariupol, le nom de la ville de Marie en grec, Mariupol, et puis il y a beaucoup de villages au nom grec là-bas, puisque ça a été
des Grecs dès l'Antiquité en Crimée, mais après aussi qui ont été favorisés d'implantation par Catherine, l'impératrice Catherine la Grande en 1700, dans les années 1780, et qui sont restés jusqu'à présent. Donc, ce que je veux dire, si certains pourraient me dire « Ah ouais, mais c'est pas, ils vous ont dit qu'ils n'étaient pas contre la Russie parce qu'ils avaient peur », moi, je suis pas, ils n'ont pas peur de moi, un Suisse. Hein, comment dire, ces gens, c'était pas, je parlais pas avec des envahisseurs russes, comme ils disent. Je parlais avec des habitants locaux qui vivent depuis toujours là-bas, depuis 200 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, ils ont quand même le droit de dire qu'ils préfèrent. Ils n'aimaient pas les nationalistes, c'est clair. Voilà. Maintenant, bien sûr que ceux qui resteraient et qui seraient en faveur du régime nationaliste ukrainien, ils ont intérêt à se taire. C'est certain. Mais je pense qu'il n'y en a pas énormément. On me dit qu'il y en a qui sont revenus et qui reviennent comme ça par la petite porte à cause des pensions et de la vie qui est meilleure maintenant à Mariupol qu'en Ukraine. Et c'est vrai, parce que la grand-mère chez qui je vivais a eu sa pension de retraite augmentée par 2 d'abord, puis par 3 maintenant, par rapport à sous l'Ukraine depuis 91. Voilà, oui, ça c'est vraiment... Et c'est le cas pour la plupart des gens? Je pense, je ne peux pas vous l'affirmer comme ça, mais pour elle c'est le cas. Et puis pour ses enfants qui vivent à côté, enfin sa belle famille aussi, j'ai discuté avec tout le monde. Donc ils ont tous été témoins, donc ils étaient dans les sous-sols, ces gens, hein, quand il y a eu l'affrontement, quand les Russes sont arrivés. C'est le village à 20 km de Mariupol. Donc les Russes arrivaient, plutôt l'armée, à l'époque c'était l'armée en 2022, c'était l'armée constituée de soldats du Donbass, c'était la première armée. Avant que l'armée russe vienne en 2022, c'était des gens sur place. Bien sûr armés, un peu aidés par la Russie, mais ce n'était pas l'armée russe. Comme les autres Ukrainiens d'autre côté étaient aidés par le côté des Occidentaux, en armes et en conseil. Enfin. Mais donc cette armée du Donbass arrivait depuis l'Est, et puis elle arrivait dans ce village où j'ai vécu. Et puis il y avait les positions ukrainiennes toutes sur le haut du village. Et donc il y a eu l'affrontement, un court affrontement là dans ce village. Je crois que c'est 2-3 jours. Ensuite l'armée russe a avancé. Justement, je me demandais quelle a été la réaction des gens quand ils ont vu la Russie arriver. On ne va pas dire non plus qu'ils s'en sont réjouis quand même. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous parler pour tout le monde. Dans la même famille donc, où j'ai vécu, cette grand-mère, il faut voir qu'elle a vécu, c'est l'époque soviétique, qu'elle a vécu son enfance, sa jeunesse jusqu'à... C'était d'ailleurs une personne assez renommée parce qu'elle s'occupait de culture grecque, de promouvoir la culture grecque, la langue, les chants, les danses, les coutumes. Qui n'était pas tellement mise en avant à l'époque soviétique d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'autres cultures qui mettaient en avant, mais la culture grecque était un peu laissée en arrière. Donc elle pas seulement là-bas, mais en Russie et même à l'international, je pense qu'ils ont fait des représentations. Donc c'était pas n'importe qui, mais elle a 80 et quelques années. Elle n'a pas voulu aller comme le village qui restait, enfin le village du début, c'était un village de 12 000 habitants au départ, on peut dire 10-12 000. Elle n'a pas voulu aller se réfugier dans le sous-sol de l'école municipale. Elle a voulu rester dans sa maison. Et, sa fille me racontait, écoute, elle s'est tenue sur la route au milieu quand les tanks russes arrivaient. Je ne sais pas si elle se croyait peut-être encore à l'époque, avant une autre époque. Mais voilà, elle a accueilli les gens, boire le thé. Les soldats. Oui. Et puis, pour le fils qui était dans les sous-sols de l'école, m'a raconté, il m'a montré aussi des vidéos. Alors je peux vous dire, lui il est 100% pro-russe. Hein. Même il ne parle pas grec aux grandes dames de sa mère qui voudraient qu'il ait appris la langue grecque, mais il parle russe, quoi. Et il m'a raconté comment donc, cette école est à un angle. Je crois à son témoignage puisqu'il est sur place et je le prends comme il le dit. Les tanks ukrainiens se mettaient juste à côté de l'école
pour tirer vers les positions russes, et ensuite ils se retiraient. Comme ça, la réplique arrivait sur l'école. Mais ça, c'est pas le seul témoignage d'ailleurs. À Mariupol même, j'ai entendu les mêmes choses sous d'autres circonstances. Donc un habitant de Mariupol avec qui j'ai fait justement le tour, qui habitait dans un immeuble, ses parents habitaient dans un immeuble, lui dans un autre, c'était assez terrible. Il me raconte qu'il y avait une école à côté, une école primaire, de cet immeuble résidentiel, c'est des blocs, hein, et que les troupes ukrainiennes, une brigade, ou je sais pas, un bataillon, était dans cette école. Ça, c'est pas des sornettes, c'est vrai que les soldats se mettaient dans des lieux comme ça, que ce soit des écoles, des hôpitaux, voilà. Donc ça a été une cible évidemment pour les bombardements russes qui ont visé cette école. À peu de distance, il y a eu quelques éclats collatéraux sur les immeubles aussi, des gens que les Russes visaient pas, si on veut. Dans des voilà, ça c'est pour les gens c'est assez clair, ils savent ce qui s'est passé. Je reviens à ce village en haut où cet habitant était dans l'école, donc. Et il me montrait les vidéos, j'ai dit, sur son téléphone. Comment c'était les Russes qui leur apportaient des... Bon, là, c'était un blocus. Et les Russes leur apportaient des cochons entiers qu'eux, ils cuisaient au chalumeau. Et puis, voilà, lui et sa femme, quand ils m'ont raconté ça, ils avaient les larmes aux yeux, hein, quasiment. C'était toute l'émotion qui ressortait. Vous laissez également entendre dans vos récits que certains civils accusent directement les forces ukrainiennes d'avoir utilisé des civils comme boucliers pendant la guerre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C'est très surprenant, moi j'avais jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça, c'est vrai. Alors, chaque fois il y a eu 2-3 essais, tentatives de le dire, je pense, mais chaque fois que c'était dit, c'était de la propagande russe, c'est pas vrai. Non, enfin, je vous dis, j'ai plusieurs témoignages, non seulement des vidéos que j'ai vues, vérifiées, extérieur quand j'étais pas là-bas, c'est-à-dire au début du l'assaut de Mariupol. Pour Mariupol, c'est vraiment une tragédie parce que ça s'est plus reproduit par la suite. Mais les Russes arrivaient d'un côté, c'était peut-être un quart. La route, elle est claire, hein, je l'ai faite. Donc ils avaient un petit quart d'entrée autour de Mariupol par en haut, enfin. Et puis tout le reste, les 3/4 de l'ensemble, c'était sous contrôle ukrainien. Donc voilà, c'était ouvert, si on veut, entre guillemets. Enfin, c'était du côté ukrainien. Le problème qu'il y a eu quand les Russes sont arrivés, et récemment un journaliste de Mariupol, qui est bien connu, l'a confirmé, le maire de Mariupol, qu'il connaissait bien lui-même, d'ailleurs, il l'a dit, il s'est enfui de la ville, avant que les Russes arrivent, hein. Il s'est enfui, le problème c'est qu'il s'est enfui, tant mieux pour lui, sauf qu'il n'a rien dit à la population, aux citoyens, à personne qui a rien dit de la situation qui était en cours. C'est-à-dire, si on va un petit peu plus loin, et c'est pas moi qui ai besoin de le dire, moi je le pensais déjà, mais c'est ce journaliste de Mariupol qui le dit aujourd'hui, on peut se questionner pourquoi ils n'ont pas évacué la ville. Ils savaient qu'il y avait des Russes qui arrivaient et ils ont choisi de rien dire à la population qui ensuite, alors autre témoignage que les gens m'ont dit de l'intérieur de Mariupol, voilà. Quand ici on dit mais les Russes ne les laissaient pas partir, c'est complètement absurde. C'est les Ukrainiens qui ne les laissaient pas sortir de l'autre côté, en grande partie. On a des témoignages qui le confirment, oui. C'est ça que vous dites. Oui. Oui. Et ça veut dire que les gens ont été piégés dans la ville volontairement. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme vous disiez, pour pouvoir les utiliser comme boucliers. Ouais. Puisque les forces, il faut se rendre compte dans la ville, c'est autour il y avait plusieurs positions, c'est les usines, mais à l'entrée, il y a du côté de l'Est, il y a l'usine Illich, c'est des grandes usines. Et puis de l'autre côté, Azovstal, c'est Azovstal. Et là, à chaque fois, il y avait des positions ukrainiennes, ça c'est déjà les deux grandes, avec des casernes et tout. Mais il y avait aussi des habitations autour, et des blocs. Et puis après, dans la ville, plus dans la ville, ça s'est répandu que c'est de la guerre urbaine. Donc c'est bien sûr que les soldats prenaient position dans les immeubles qui étaient encore habités. Ce qu'on m'a dit, une personne qui avait sa famille là-bas, j'ai été visiter l'endroit même, les gens du côté ukrainien, parce que c'était eux qui étaient avec la population d'abord,
Ils les ont forcés à descendre dans les caves et à ne plus sortir, sans rien. Ils les ont laissés là, il n'y avait pas de nourriture et pas d'eau, donc les gens buvaient l'eau des radiateurs à la fin, hein, on m'a dit. Donc, et s'ils tentaient de sortir, ça c'est un témoignage qui est revenu souvent, ils se faisaient abattre par des snipers qui étaient du côté ukrainien, d'après les témoignages que j'ai eus. Voilà. Il y a eu beaucoup de morts comme ça. Oui. Si vous sortez pour aller à un puits d'eau, y en a qui s'amusaient à tirer sur les gens. Ouais. Donc l'Ukraine a quand même dit avoir voulu protéger tous ces territoires en fait, de l'invasion russe. Mais en parallèle, il y a quand même eu des soldats ukrainiens qui tiraient sur leur propre peuple. Oui, la question, oui, c'est sûr. Et puis, mais la question, leur propre peuple, c'est une vaste question que vous posez. Puisque j'ai dit, c'est une guerre civile. C'était une guerre civile au départ, 2013-14, ce qu'on ne veut pas dire, mais c'est pas une invasion de la Russie comme ça. Et cette guerre civile, elle existe toujours dans la guerre actuelle, larvée. Donc il ne faut pas croire que d'ailleurs si ça s'arrête, si les grandes puissances arrêtent de s'affronter sur le terrain ukrainien, que la guerre civile elle partirait comme ça. Il y a autre chose à régler qui aurait dû être réglée avant, justement, avant qu'il y ait une grosse guerre. 2013, fin 2013-14, il y a des manifestations sur le Maïdan à Kiev qui sont dites spontanées. On peut en penser ce qu'on veut. Mais ce qu'on n'a jamais dit, c'est qu'il y avait en même temps rapidement d'autres contre-manifestations, si on veut, anti-Maïdan qui ont éclaté dans le pays, notamment au sud, à l'est de Donetsk, Mariupol, enfin dans toutes ces régions qui sont aujourd'hui. Parce que les gens n'étaient pas d'accord et ne voulaient pas ce que voulaient d'autres personnes plus à l'ouest de l'Ukraine. Donc le même peuple, oui, si on veut, dans un grand sens slave, mais pas les mêmes idées pour certains. Et ça existe toujours, ça. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans vos écrits, vous vous expliquez que vous êtes devenu un cheval de trait inutile, devenu inutile. Donc à votre retour, après votre voyage en Russie, le regard des autres sur vous a changé légèrement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? En fait, ils pensaient encore, certains, qu'ils pourraient, cheval de trait dans le sens, un cheval qu'on utilise pour faire son travail, m'utiliser dans le sens de leur pensée, que je serais... et puis quand ils se rendent compte que ce n'est pas le cas, voilà, moi j'ai fait la métaphore inverse, que je restais un pur sang, mais entre guillemets un pur sang, c'est-à-dire non bridé comme ça. Et puis, merci de vous intéresser à mon récit parce que je crois que en fait, les gens ne s'intéressent pas. Ils savent, beaucoup de gens savent que je suis allé là-bas, mais il y a très peu d'intérêt. Ils n'ont pas envie de savoir ou ils ont peur de savoir, ou ils craignent d'ignorer en fait ce qu'on peut savoir. Donc il n'y a pas vraiment de questions. On ne me pose pas des questions comme vous me les posez là. C'est un tabou, hein, avec toute il y a un tabou. Le matraquage médiatique qui a été fait. Les gens ont peut-être malheureusement, effectivement, peur de penser différemment. Oui, parce qu'ils n'arrivent plus. Parce qu'on n'arrive plus, parce que c'est tellement contradictoire. Il y a tellement d'éléments... quand on parle des fausses nouvelles, moi j'aime bien. Je veux bien qu'on ait qui viennent de l'Est, mais alors celles qui sont produites par l'Ouest, enfin, on en a eu tout un tas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parlons de 2022, quand on dit que voilà, les Russes, on disait les Russes sont arriérés, les Russes se battent avec des pelles, ils volent des puces de machines à laver pour faire leurs missiles, enfin, toutes ces aberrations, ou encore ils abattent, enfin les adversaires abattent des drones russes avec des boîtes de conserve. Vous voyez qu'avec des boîtes de sauce tomate ou de concombre, vous voyez comment ils sont nuls, ces Russes. Non mais quelle folie furieuse. Ça, c'était la première année. C'était vraiment un matraquage de fake news et de fausses nouvelles continuelles pour des besoins de propagande, c'est clair. Et quand l'inverse, tout d'un coup il y a une ou l'autre de ces fausses nouvelles qui est soulevée, et quand on voit, il y en a de plus en plus quand même, et il y a des réseaux, les gens peuvent quand même aller voir, donc ils ont quand même des doutes par rapport au récit global, univoque. Et je pense qu'on en est là. Et puis c'est malheureux, parce que c'est dommage.
je ne suis pas forcément pour que les médias aillent mal, hein, mais... Vous êtes journaliste. On sait que sous le régime soviétique, les journalistes, lorsqu'ils arrivaient en Russie, ils étaient en général pris en charge par des espions, des membres du KGB, des gens qui étaient là justement pour vendre une image aux étrangers, pour leur faire penser que tout allait bien, par exemple sous le régime communiste, alors qu'il y avait des goulags, mais en fait les goulags ont été complètement cachés par la propagande soviétique. Et je me demandais, est-ce que on vous a reproché ou est-ce qu'on a sous-entendu que vous aviez été peut-être manipulé en fait par des personnes qui étaient là justement pour vous vendre le discours que vous êtes en train de nous présenter aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est impossible, je ne peux pas le prouver mais c'est impossible. C'est impossible de par mes relations et puis mon histoire avec la Russie qui débute en 93 jusqu'à présent. Et les gens que j'ai rencontrés de tout autre motif et de toute autre circonstance, dans d'autres circonstances, d'abord pour la littérature, pour un livre. Ensuite, la famille à Mariupol, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un contact postérieur. Et ce qui va peut-être étonner les gens, c'est que, alors moi j'ai un visa russe, hein, puisqu'il faut un visa pour aller en Russie. D'ailleurs, personne n'est empêché d'aller en Russie, si jamais, vous savez. Un visa de touriste est très facile à obtenir. Moi, j'ai un visa pour plus longue durée. Et donc, il comprend aussi le Donbass, puisqu'il est maintenant intégré dans la constitution russe. Donc, je n'ai pas besoin d'un autre visa. J'ai pas eu besoin d'autorisation spéciale pour aller là-bas, contrairement à ce que des gens pouvaient raconter ou imaginer. Et j'ai pu voyager sans problème. Seul, moi je voyage seul, je voyage pas avec un guide ou justement Natacha ou mon guide sur la place rouge pour paraphraser la chanson de, j'ai oublié, mais Gilbert Bécaud. Donc voilà, et puis le dernier voyage que j'ai fait, c'était encore mieux l'année passée parce que j'étais de nouveau à Mariupol et je me suis dit là, moi, j'ai quand même envie de voir cette Crimée et puis de passer le pont de Crimée parce que ouais, c'est quelque chose que je voulais voir de mes yeux. Et c'était spontané, je ne savais pas si j'allais le faire ou pas, ou si c'était possible ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, un jour j'ai regardé un peu, parce qu'ils ne sont pas des arriérés, hein, il y a Internet en Russie, même dans le Donbass, les gens savent ce qui se passe dans le monde, enfin ils sont connectés. Et puis voilà, je cherche les compagnies de voyage, taxis, ces mini-taxibus qui peuvent vous prendre. C'est assez génial le système, ça fonctionne très bien. Vous commandez le billet, voilà, et puis une compagnie ou l'autre. Donc j'ai pas choisi la compagnie. Alors à moins qu'elles soient toutes sous la gouverne du FSB ou je sais pas, mais c'est impossible qu'on ait voulu me faire aller là où j'ai été de manière librement. Personne qui m'a obligé. Je prenais le bus depuis le village pour aller à Mariupol. Je passe chaque fois à travers un bloc post militaire. C'est des choses que vous avez vues, c'est pas seulement des choses qu'on vous a racontées. Les reconstructions, c'est des choses que vous avez vécues. Je les ai filmées aussi. Hein. J'aime pas faire le filmeur comme ça dans ces circonstances, mais c'était pour avoir des traces sûres. Je parle aussi aux gens que je rencontre. Spontanément, et puis ils n'ont pas peur de moi, et puis j'ai pas peur d'eux. Quand je suis allé la première fois, j'ai fait le voyage de Rostov à Mariupol dans une minivan qu'on commande aussi comme ça et on paye, voilà. Et dans ce minivan, il y avait, à part moi, il y avait 4 ou 5 militaires, et puis deux civils, 2 femmes qui rentraient chez elles là-bas. Et mes 4 militaires, vraiment. Et puis je me demandais ce qui pouvait se passer sur le chemin, mais tout s'est bien passé. Et puis on ne se pose pas de questions trop indiscrètes, mais personne ne m'a reproché d'être le Suisse qui était là-bas. Enfin, le Tchétchène m'appelait Schweitzer, le Schweitzer, voilà. Et je ne parle pas seulement du Donbass, je parle de Moscou, d'autres régions de la Russie que j'ai visitées. Enfin, ça se saurait si les gens ne pouvaient pas vivre et étaient ici derrière eux, il y avait toujours quelqu'un avec un manteau en cuir. Voilà. C'est pas le cas du tout. Enfin, la vie est très dynamique, très joyeuse et puis malgré les circonstances.
Et puis très libre en Russie, entre les gens, je suis désolé. Je donnerai quelques mots-clés. Qu'est-ce que c'est la Russie? La différence par rapport à un peu ce qu'on peut vivre ici, que vous m'avez demandé au début. Cette différence que vraiment, chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression, je respire un bol d'air. Sécurité. Je parle un peu l'ensemble de la Russie, j'ai pas seulement été à Moscou. Là. Sécurité, propreté, technologie des services, efficacité des services, et puis qualité du service aussi en général, du service de table, très haut niveau. Par rapport à ici, on a aussi ici des très bonnes choses bien sûr, mais qui sont plutôt sur la pente descendante, et là-bas c'est sur la pente ascendante, c'est clair et net, depuis toutes les années je peux le dire. Et puis j'adore le mieux c'est la sécurité. Pourquoi la sécurité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on se sent en sécurité, c'est assez difficilement exprimable, explicable ici, pour les gens, si on n'est jamais allé là-bas. Mais, et propreté dans les transports publics, etc. Bon, moi j'aime ça. Hein. Je pense que s'il y a une sécurité, c'est parce que, malgré tout, quoi qu'on en pense, il y a un gouvernement qui gouverne un pays et qui fonctionne, avec une société qui a des valeurs qu'elle partage, solidairement, d'une manière qui est la vraie manière, c'est-à-dire la manière non dite. Il n'y a pas besoin de loi ou pour chaque pas qu'on fait dans la vie pour dire ça, mais il y a vraiment cette cohésion sociale. Enfin, nous, on parle de cohésion sociale parce que qui c'est qui disait ça? C'était le peintre Balthus, enfin, ça me revient. Plus on parle d'une chose, ça veut dire que moins elle existe. Là, on n'arrête pas de parler de cohésion sociale chez nous, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Un peu plus, si on peut. Et bien là-bas, j'éprouve qu'il y en a. Et puis c'est ça qui rassure, c'est ça qui donne le sentiment de sécurité, je pense. Avec ces problèmes à elle de société et de gouvernement. Ça, bien sûr qu'il y a des choses, mais ça c'est pas à moi de. On n'est pas dans une tyrannie. Parce qu'une tyrannie ou une dictature tyrannique, je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Russie actuellement. Voilà. Les gens mentionnent souvent le fait que la presse est très contrôlée quand ils parlent de dictature ou qu'il n'y a pas forcément la possibilité d'exprimer tous les points de vue en Russie. C'est ça qu'ils mettent en avant. C'est possible. J'avais interviewé ce monsieur Vladimir Pozner, que certains connaissent ici, qui était un journaliste assez célèbre, enfin très célèbre en Russie, mais qui m'avait dit que oui, effectivement, les médias en Russie, ça on était en 2015, sont plus ou moins contrôlés par l'État, par le pouvoir, et que lui, par contre, il faisait une émission qui était totalement en dehors des clous, il pouvait interviewer n'importe qui, poser n'importe quelle question, et personne ne l'embêtait. Alors on peut se demander si c'est pas justement comme faire valoir. Pour le contraire, c'est possible, mais il n'était pas de loin pas anti-russe dans un sens. Alors c'est une chose qu'on peut améliorer. Le plus intéressant qu'il m'ait dit, c'est pas ça, c'est que mais inversement, regardez-vous de l'autre côté. Et il me disait qu'il était allé au Canada. C'est pas pour stigmatiser le Canada, mais c'était en l'occurrence une émission au Canada. Il m'a dit, mais j'ai participé à cette émission. Et on parle de désinformation ou de propagande. Il m'a dit, j'étais effaré à quel point les gens qui étaient sur ce plateau connaissent rien de la Russie, ignorent totalement son histoire, son évolution, ses problématiques actuelles, et se permettent de prononcer des jugements sur cette Russie qu'ils ignorent. Donc le problème, il est peut-être aussi ailleurs, parce qu'alors comment ça se fait que de notre côté, on dépeigne, on invisibilise justement tous les côtés positifs qu'il peut y avoir du côté de la Russie, par exemple. Il y a aussi d'autres pays, hein, mais je sais pas. On invisibilise totalement, on n'en parle pas, et on le dépeint en noir, quoi. Donc c'est aussi une forme de contrôle, non, de l'information, parce qu'elle est générale. Ça se fait un peu différemment, peut-être. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je sais que ça se fait. Le contrôle, enfin l'influence ou les instigations
de propagande, quand tous les médias reprennent la même invasion à grande échelle non provoquée, ils ont rajouté. Parce que ça évolue. Hein. Par contre, la Russie est toujours restée à opération militaire spéciale. Là, ils sont, hein. Mais chez nous, ça évolue, on adapte le discours. Mais qui insère ces espèces d'éléments de langage qui sont répétés après par tous les médias, qui doivent le mettre comme un mantra? C'est toujours à la fin, en général, si jamais justement il y a quelque chose qui risquerait d'être positif par rapport à la Russie, il faut vite mettre encore le truc qui enfonce. C'est de la propagande de guerre. Donc il y a bien quelque chose qui fait que ça passe partout. En général, je pense que c'est les agences d'un peu plus haut, et puis voilà. Après, tous les médias répètent en chœur. En tout cas, le récit que j'ai lu, que vous n'avez pas encore publié, est très introspectif, il a un style poétique, c'est très beau à lire, c'est très instructif également. Vous avez déjà publié par le passé. Est-ce que ce que vous avez écrit récemment sur votre voyage en 2023, vous allez publier prochainement ? Oui, merci pour votre lecture bienveillante, ça me fait plaisir. J'aimerais le publier, parce que c'est justement une autre manière d'aborder les choses que les récits, enfin que les essais ou livres historiques, de matière historique que j'ai publiés. Et puis là, c'est vraiment comme un journal de voyage, un peu, mais qui prend des... Alors oui, j'ai approché par exemple un éditeur ou l'autre. Le problème, c'est qu'ils ont peur de publier ça, en tout cas ceux que je connais. Je redresse encore mes pensées, mais je n'ai pas trouvé l'éditeur dont un qui est mon éditeur en fait, et qui dit d'attendre que ça se calme. C'est pas le bon moment. Non. Mais je peux les comprendre parce que peut-être qu'ils ont peur pour eux ou pour moi, s'ils sont bienveillants. Mais je pense que c'est dommage parce que c'est le moment de dire... Moi, je vais vers les autres, c'est le mouvement de la vie d'aller vers l'autre, d'aller à la découverte, de voir, d'entendre, aimer voir, aimer entendre, aimer découvrir. Et puis en général, on est aimé en retour si on aime aller vers l'autre. Pas toujours, mais en général. Donc c'est ça un peu mon récit, je pense. Il va dans ce sens. Et puis c'est dommage dans ces conditions aujourd'hui de bellicistes, de paroles vraiment, de mauvaises paroles, de pas publier un récit qui dit autre chose que la guerre. Vous voyez ce que j'aurais pu dire comme de faux récits ou fausses nouvelles aussi qu'on nous a transmises ici. C'est l'histoire qu'en Russie les gens sont arriérés. Bon, c'est faux, qu'il n'y a pas de technologie. Je peux vous dire que dans les grandes villes et même dans les moins grandes, la technologie elle est en place pour les gens, dans les transports publics. C'est plus avancé que chez nous en bonne partie. C'est assez étonnant, mais c'est le cas. Les paiements bancaires, tout est synchronisé, tout fonctionne. Pour faciliter la vie des gens, je dirais, pas pour l'empêcher ou l'entraver. Et autre fausse nouvelle, donc on parlait un temps, il y avait dans les journaux, c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Il y a une pénurie d'œufs, ils n'ont plus d'œufs, ou ils n'ont plus de ci ou plus de ça, il y a plus de... Vous verrez avec les sanctions. Donc moi, 2022, 2023, 2024, j'ai jamais vu une pénurie d'aliments. Les magasins sont pleins à craquer en Russie. Mais je peux vous dire que les gens ne me croyaient pas. Parce qu'on a tellement dit ici, fait croire, ou que les gens... c'est vraiment... Dans le petit village près de Mariupol, en une année, 2024, 3 supermarchés, mais je peux dire des supermarchés, c'est des grandes choses, hein, dans un village qui compte maintenant 6-8 000 personnes. Plein à craquer, bondé de tous les produits possibles, y compris occidentaux, hein, les Mars, les Twitters, les machins, tous les produits russes, plus des produits d'ailleurs. Ça fait presque peur, tellement c'est abondant. Voilà, il y a des grandes surfaces comme Ikea, Bauhaus, à la russe, ça existe. Il y a plein de... J'étais avec mes hôtes, on a été pour choisir des éléments parce qu'ils sont hors construction. Donc. Mais tout est disponible. Il n'y a rien qui manque. Et on a voulu nous faire croire le contraire pour
Montrer que la Russie était soi-disant affaiblie, oui, affaiblie, arriérée, nulle, alors que c'est l'inverse qui se produit. Donc je ne sais pas si cette guerre, elle est peut-être à cause de ça. Donc, parce que la Russie se développe, est bien, et va mieux que, bien sûr, que dans les années 90. Et même 2000, c'est vers fin des années 2000, 2010 que ça a commencé, je pense, à avoir. On a pu voir qu'il y avait une classe moyenne qui émergeait en Russie, que l'argent d'en haut commençait à ruisseler en bas, et puis que ça commençait à se développer. Et je ne sais pas si c'est ça, peut-être, qui provoque toute cette haine à l'encontre de la Russie, parce qu'on ne veut pas qu'elle se développe, ou bien. Comme d'autres pays, on veut les maintenir dans... Parce que bien sûr, on a peur. Je peux comprendre, hein, d'un certain point de vue. La Russie est un immense pays avec d'immenses ressources d'avenir. Donc, je crois dans l'esprit de certains grands stratèges au pouvoir. Il doit y avoir cette crainte, compréhensible peut-être. Mais avec une population pas énorme, hein, la Russie, 145 millions d'habitants, sur un immense territoire. Donc, la démographie, Emmanuel Todd le dirait mieux que moi, ça va, elle va mieux en Russie d'après lui qu'aux États-Unis actuellement. Mais ce n'est pas une démographie non plus énorme, comparée à d'autres endroits. Donc ça fait peur, mais pourquoi ? Ça ne fait pas peur, en tout cas, moi, de nouveau, en termes de fausses nouvelles, ça ne me fait pas peur en tant que... comme une invasion qui pourrait arriver de la Russie et de l'Europe. C'est absurde. Mais ça peut faire peur autrement parce que c'est une... oui, c'est des gens qui sont... une population qui est valable, qui se développe, qui veut bien vivre aussi comme les autres. Et puis, c'est le partage du gâteau. S'ils en prennent un peu, il y en a moins pour d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Emenegger, pour ce récit passionnant, pour cette lecture poétique de l'après-guerre, un discours différent que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias à l'heure actuelle. Merci pour cette invitation à revoir notre jugement de valeur et puis notre vision de ce qu'est la Russie, le Donbass, les régions discutées dans cette guerre qui commence à toucher progressivement à sa fin. On doit peut-être réécrire en tout cas une partie de l'histoire qui semble avoir été malheureusement mise à mal par les récits médiatiques actuels. Merci beaucoup Monsieur Emenegger pour cette discussion passionnante et j'espère à bientôt sur NTD pour une nouvelle discussion. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. C'est gentil de m'accueillir.